Quand un accident grave ne vous tue pas, il y a un petit pourcentage de chance pour que vous y perdiez quelque chose de pire que la vie. Vous êtes de retour dans le corps de vos 16 ans. Un matin ensoleillé en direction de votre école. Triste sort que vous réserve la vie, vous venez de vous prendre une barre en fer sur la tête. Votre crâne est brisé, enfoncé, votre cerveau touché. Vous perdez totalement connaissance. 4 mois ont passé, vous sortez du centre neurologique pour le dernier contrôle post-accident et tout va bien. Enfin, juste sur le plan physique. Psychologiquement, vos parents ne vous reconnaissent plus. Je parle pas de niveau intellectuel ni d'handicap. Vous avez exactement les mêmes capacités de réflexion et de motricité qu'avant, mais c'est plus vous. Vous avez des centres d'intérêt différents, une façon de parler différente. Vous avez abandonné 90% de vos routines pour en adopter des nouvelles. Vous n'êtes plus vous. Et là, une question auquel on est tous concernés apparaît: si notre personnalité peut totalement être redéfinie à cause d'un choc, alors qu'est-ce que notre âme devient? Le réel problème avec cette question, c'est qu'on n'a pas eu besoin de l'imaginer. Quand on parle d'âme, ici, on parle d'un principe spirituel séparé du corps, immortel. C'est la définition du dictionnaire, j'apprends rien à personne. En 1848, Phineas Gage, un contremaître de chantier moralement stable, calme, fiable et respecté, se fait traverser le crâne par une barre de fer, ce qui détruit une très grande partie de son cortex préfrontal. Il survit aux événements, mais devient par la suite impulsif, grossier, moralement instable et incapable de planifier quoi que ce soit. C'était l'un des tout premiers cas de neurophilosophie répertoriés, et c'était malheureusement loin d'être le dernier. On a ensuite vu ce phénomène chez des patients avec des tumeurs, chez des soldats blessés, atteints de blessures post-traumatiques, chez des personnes atteintes de démence. Et c'est toujours le même scénario. La mémoire et l'intelligence restent intactes, mais la personne disparaît. Comme si l'âme était au final pas exactement comme on l'imaginait. Et là, on a encore un nouveau problème qui apparaît. Si quelqu'un devient immoral après un traumatisme, est-ce qu'il a choisi de l'être ? On juge qui exactement ? Un humain ou un cerveau qui dysfonctionne complètement ? Dans les années 2000, un homme marié, père de famille et sans antécédents, s'est mis à développer des comportements pédophiles incontrôlables. Il finit par être arrêté et passe par la case prison. Lors de son suivi médical en prison, une IRM révèle une large tumeur dans la zone du cerveau qui gère la morale, les impulsions et la prise de décision. Les médecins retirent la tumeur. Les pulsions disparaissent. Son comportement redevient normal. Il est libéré sous condition, mais quelques mois plus tard, les pulsions reviennent. Et devinez quoi ? La tumeur a repoussé. Il s'en aperçoit directement, il attend pas et il prévient les médecins. Il se fait opérer une seconde fois et tout redevient à la normale. Vous vous rendez compte de l'horreur ? Ça voudrait dire que le changement de personnalité peut être généré mécaniquement hors de notre propre volonté. Peu importe qu'on soit un homme religieux ou un moine Shaolin. Notre justice repose sur une idée simple. Vous et vous seul êtes responsables de vos actes. Mais il se passe quoi si ce vous peut être modifié sans votre consentement ? Pour juger quelqu'un, la justice se base sur 1. L'élément matériel, est-ce que l'acte a été commis ? Et 2. L'élément moral, la personne avait-elle conscience de ses actes ? Et la capacité de les contrôler. C'est ce deuxième point qui nous intéresse. En droit français, il y a un article du code pénal, l'article 122-1, qui dit qu'une personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant supprimé son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable. Et si le discernement n'est qu'altéré et non supprimé, la peine peut être réduite. La justice reconnaît donc que le cerveau peut retirer la responsabilité. C'est fou ? Mais il y a quand même des mesures lourdes. Un acte criminel reste un acte criminel, qu'on soit responsable ou non. La personne peut être envoyée en hôpital psychiatrique, sous contrainte, internée avec des interdictions strictes, surveillance, fichage et surtout, le plus important, indemnisation massive pour la victime.
Au final, tout ce bourbier nous fait nous poser beaucoup de questions. La personne que vous êtes aujourd'hui est en grande partie une construction influencée par votre environnement, vos parents, vos proches et vos histoires. On est avec des atouts, mais nous avons aussi nos failles. Et on passe toute une vie à composer avec les deux. Mais si tout ce qui fait nous peut être modifié, supprimé ou inversé par une lésion, alors quelle place l'âme a-t-elle vraiment à la fin de l'histoire ?